À l'âge de 10 ans, le prince héritier Cecil Glow-Alphasta n'était pas un enfant ordinaire. Son professeur de mathématiques tentait de lui enseigner, mais Cecil inventait déjà des formules qui n'existaient même pas encore à cette époque. Le tuteur, complètement stupéfait par l'impact que cela pourrait avoir, s'enfuit pour aller faire un rapport à la société savante. La plupart des enfants auraient été désemparés en voyant leur professeur partir ainsi. Mais Cecil pouvait comprendre n'importe quoi après l'avoir entendu une seule fois. Il n'avait donc pas besoin de longues explications. Tout cela lui paraissait terriblement ennuyeux. Jusqu'au jour où sa fiancée, la fille d'un marquis, Bertia Ebil Nosses, lui annonça qu'elle était la méchante de l'histoire. Elle lui expliqua que son rôle était de le séparer de l'héroïne, puis de le laisser complètement choqué à la fin. Cécile lui répondit avec un sourire, car c'était la première fois que quelque chose n'avait aucun sens pour lui. C'était également la première fois qu'il rencontrait Bertia en personne, et il était clair qu'il n'était pas le seul à ne pas comprendre ce qu'elle racontait. Il se tourna vers elle et lui dit que rester debout à discuter n'était pas très approprié, puis l'invita à prendre le thé. Elle ne semblait pas du tout prête à cela. C'est à ce moment-là que Cécile présenta son majordome personnel, le mystérieux Zéno, aux cheveux verts. Bertia le fixa avec sérieux. Cécile lui demanda ce qui n'allait pas, et elle répondit qu'il était un peu trop posé pour son âge. Elle lui demanda alors s'il était lui aussi une réincarnation. La réincarnation était une autre idée intrigante pour lui. Il expliqua qu'on lui avait simplement appris que c'était ainsi que les membres de la royauté devaient se comporter. Zéno, lui, n'était pas d'accord. Selon lui, si un autre prince de 10 ans, aussi détaché et philosophique, existait, personne ne pourrait le supporter. On dirait presque que Cécile possède une maturité digne d'un stratège légendaire dès son plus jeune âge. Bertia répondit qu'elle comprenait. Puis elle lui avoua que cela pourrait le surprendre, mais qu'elle possédait des souvenirs d'une vie antérieure. Dans le pays où elle était née et avait grandi, le Japon, il existait des histoires qu'on pouvait regarder sous forme d'images en mouvement, comme des romans. Ces jeux appelés Autumn Games faisaient partie de ses plus grandes passions. Lorsqu'elle retrouva ses souvenirs, elle réalisa qu'elle était née dans le jeu ultime qui représentait ce monde. C'est ainsi qu'elle connaissait le scénario futur. Cécile tomberait amoureuse de la fille d'un noble, la demoiselle du destin, et elle, en tant que méchante, deviendrait un démon jaloux et la tourmenterait cruellement. Cela finirait par mettre Cécile en colère, entraînant la chute de la famille de Bertia. En résumé, être vaincue permettrait à Cécile et à l'héroïne de trouver le bonheur. Même si elle était destinée à chuter, elle voulait le faire avec élégance et devenir une fleur du mal de premier ordre. Avant cela, Cécile n'avait jamais été incapable de comprendre ce que quelqu'un disait. Qu'elle ait une imagination débordante ou un véritable pouvoir de prédiction, cela ne le dérangeait pas. En analysant ses paroles, il comprenait surtout qu'elle cherchait à devenir une personne correspondant à ce scénario. Tant que cela ne posait pas de problème pour une future reine, cela ne le dérangeait pas. Il lui demanda alors ce qu'était exactement cette fleur du mal de premier ordre. Elle répondit « forte, noble et belle ». Et même si ce chemin menait à sa destruction, elle l'emprunterait sans hésiter. En entendant ces trois qualités, Cécile observa ses doigts potelés et sa manière peu élégante de manger, et réalisa qu'il venait de penser quelque chose de déplacé. Bertia rougit et lui dit qu'il se trompait complètement. Bertia était censée être quelqu'un qui n'avait aucune chance, et en tant que personnage, son apparence laissait à désirer. Cécile trouva cela plutôt triste et lui demanda si cela ne la dérangeait pas. Serrant sa robe, elle admit que si, cela la dérangeait. Tout ce dont elle parlait concernait la Bertia du jeu. Mais celle qu'elle était maintenant était une personne différente. Elle avoua que dans sa vie précédente, elle avait tendance à se renfermer sur elle-même. Mais désormais, Cécile était son soutien, en tant que héros masculin qu'elle avait choisi. En réalité, elle souhaitait sincèrement son bonheur. C'est pourquoi elle était déterminée à devenir une fleur du mal honnête et vertueuse. Cécile pensa une fois de plus que les mots honnête, vertueuse et maléfique n'avaient absolument aucun sens ensemble. Bertia promit de s'améliorer et de revenir, puis s'enfuit en courant. Cécile resta perplexe, se demandant ce que tout cela signifiait. Zéno lui demanda alors ce qu'il comptait faire, et le prince répondit avec intérêt. Bertia ne possédait aucune des manières nécessaires pour interagir avec la royauté, et il ne comprenait pas beaucoup de ses paroles ni de ses actions. Et c'était précisément ce qui la rendait si divertissante à ses yeux.
Il décida de l'observer pendant un certain temps et, si nécessaire, de la dompter, ou plutôt de la guider vers le bon chemin. Dans ses paroles, Zéno pouvait clairement voir qu'il s'amusait. Quant à Cécile, ce sentiment d'imprévisibilité n'était pas désagréable. Habituellement, il réussissait tout du premier coup, ce qui rendait le monde terriblement ennuyeux pour lui. Il ressentait rarement un sentiment d'accomplissement. À ses yeux, le monde avait perdu ses couleurs, et c'est pourquoi il espérait que Bercia ne trahirait pas ses attentes. Un an plus tard, Zéno lui remit un rapport provenant d'un messager. Lady Bercia s'était enfermée chez elle pendant toute une année. Cécile afficha une réaction positive, ce qui surprit Zéno, mais le prince expliqua qu'il suivait discrètement son évolution et qu'il comprendrait en la voyant. Quelques jours plus tard, ils rencontrèrent une Bercia bien plus mince, avec une sorte de renard autour du cou. Cécile fut impressionnée. Les rapports disaient vrai. Elle s'était entraînée toute l'année, combinant régime et exercice pour améliorer son apparence. Elle lui demanda avec enthousiasme s'il l'avait prise pour quelqu'un d'autre, avant de recevoir immédiatement un coup de la part de son père pour son comportement envers le prince héritier. Le marquis supplia Cécile de pardonner l'impolitesse de sa fille idiote. Mais Cécile ne s'en offusqua pas et trouva cela enfantin, et même adorable. Ces mots déclenchèrent quelque chose en elle. Elle voulait l'entendre encore une fois. Elle voulait qu'il la qualifie à nouveau d'adorable. Son père l'emmena à l'écart et lui dit de ne pas se laisser tromper par l'apparence du prince. Ses yeux ne souriaient jamais. Il ne possédait pas les émotions nécessaires pour s'attendrir devant quelque chose de mignon. Il trouvait Cécile trop froid et lui conseilla de se contenter de l'entendre, lui l'appeler adorable. Pendant qu'ils prenèrent le thé, Curo se réveilla et sauta d'elle. Elle s'excusa, mais depuis qu'elle l'avait recueillie, la petite créature ne quittait plus ses côtés. Elle fit donc en sorte que Curo imite une écharpe et l'emmena avec elle. Cécile réfléchit à cette situation. Ce n'était pas une imitation parfaite, mais il comprit ce que c'était. Il décida de garder le silence pour l'instant, afin que cela rende les choses divertissantes plus tard. Il offrit à Bercia du thé et des friandises, mais l'atout de la jeune fille indiquait qu'elle devait malheureusement suivre son régime. C'est pourquoi Cécile avait préparé ses friandises à teneur réduite en sucre, en précisant qu'il n'était pas particulièrement friand de sucreries lui-même. Waouh, comme il était attentionné! Bercia s'illumina, ravie de pouvoir grignoter, et le goût lui procura une grande joie. Cécile pensa qu'elle voulait être une vilaine, mais il avait l'impression qu'elle prenait plutôt le chemin inverse. En discutant de la fête du lendemain, elle décida, en tant que grande méchante de premier ordre, de remplir noblement son devoir en tant que partenaire de Cécile. Il se demanda pourquoi elle voulait paraître fiable, mais désormais, cela lui donnait un peu d'inquiétude. Il lui demanda de garder secret le fait qu'elle était une réincarnation de vilaine, juste entre eux deux. Entrer dans la haute société était un monde où l'on ne sait jamais ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes. Elle était perdue. Il lui expliqua donc qu'une fleur du mal qui se laisse attaquer paraîtrait inférieure, et cette fois, elle comprit. Battre son adversaire en secret était digne d'une première classe, tandis que se vanter et creuser sa propre tombe était de troisième classe. Elle allait être différente de Bercia dans le jeu, en devenant une belle fleur noble. Il était content qu'elle ait compris, bien qu'il sente que sa compréhension était légèrement déformée. Le lendemain serait son 11e anniversaire, et elle était excitée à l'idée de le célébrer, jusqu'à ce qu'elle se rappelle que cela signifiait qu'elle allait bientôt avoir 10 ans. Elle commença à verser des larmes, expliquant que sa mère mourrait alors. Selon le scénario, la cause serait une épidémie qui se propagerait durant l'été. Juste avant son 10e anniversaire, la mère de Bercia mourait. Elle expliqua la difficulté d'une maladie infectieuse évolutive et combien il fallait de temps pour trouver un moyen de la soigner. L'herbe nécessaire pour leurs médicaments? La feuille de Luana? Il n'y en avait tout simplement pas assez pour tout le monde. De nombreux citoyens. Cécile connaissait bien la plante et savait qu'il était définitivement difficile de la cultiver. Dans l'histoire, le père de Bercia cherchait frénétiquement des feuilles de Luana, mais il n'en trouvait aucune. Il demanda au roi de lui en épargner quelques-unes, mais rien ne se passa, et sa mère fut enterrée sous une pluie battante. Cécile lui dit de se concentrer sur le présent. Sauver sa mère était bien plus important que de suivre le scénario du jeu. Bercia aimait profondément sa mère, mais elle savait que si les événements se déroulaient autrement, il pourrait ne pas obtenir la fin prévue. Cécile fut choquée de constater qu'elle se préoccupait également de lui.
Il lui tendit un mouchoir et lui dit d'essuyer ses larmes. Il était là en tant que fiancé, et si jamais elle se retrouvait en difficulté, ils pourraient réfléchir ensemble à la marche à suivre. Une année passa, et chez elle, Bertia reprocha à Cécile d'être si terrible. Elle s'excusa rapidement de s'être montrée peu convenable pour une jeune fille, mais il lui assura que cela ne posait aucun problème, lui demandant s'il avait fait quelque chose qui avait fait se froisser son joli visage. Elle expliqua qu'elle voulait développer davantage de stratégies contre l'épidémie, mais toutes ses lettres se contentaient de dire « Tout va bien ». Elle ne savait plus quoi faire. Elle tenta désespérément de récolter de la luanilite, mais n'en avait jamais assez. Et pour une raison inconnue, à l'arrivée de l'été, la maladie ne se propagea pas, et sa mère était en parfaite santé. Elle ne comprenait rien. Il sourit, lui disant de ne pas s'inquiéter. L'épidémie avait bien commencé, comme elle l'avait dit, mais elle s'était tout simplement éteinte. Elle fut abasourdie. Il avait utilisé les informations qu'elle lui avait fournies pour identifier la maladie et produire un remède. Dès le début de sa propagation, tous les patients reçurent un traitement immédiat. Elle se mit à le secouer, demandant ce que tout cela signifiait, et il se réjouissait qu'elle soit la seule à le réprimander ainsi. Il lui dit de se détendre et qu'ils pourraient discuter dehors. Revenant au moment où elle lui avait parlé de la mort de sa mère, il décida d'obtenir la permission de son père pour utiliser la serre royale. L'étape suivante fut de se rendre à la bibliothèque pour en apprendre davantage sur la luanilite. Il étudia tard dans la nuit, jusqu'à ce qu'un jour, il réussisse à produire un immense arbre de luana. C'était la découverte d'un siècle. Mais Cécile, comme toujours, resta plutôt nonchalant à ce sujet. Il voulait ensuite se consacrer à la médecine et demanda à Bertia quelles étaient les caractéristiques de la maladie. Puis, il emprunta les connaissances d'experts en médecine et en pharmacie pour identifier le mal. En lisant un livre, il découvrit une mutation spécifique de cette maladie et, après plusieurs expériences, parvint facilement à élaborer un remède. Pour être prêt, il devait ensuite s'assurer que les adultes prennent les mesures appropriées. Ainsi, il fit semblant de s'intéresser à une certaine maladie et invita un médecin étudiant ce domaine au palais en tant que professeur. Il discutait avec passion des maladies infectieuses et de la possibilité d'une nouvelle souche, puis mentionnait les effets de la feuille de luana dont il s'était subitement passionné, organisant le tout pour que le lien entre cette nouvelle souche et la feuille de luana devienne évident pour le professeur par lui-même. Malheureusement, le médecin ne comprit pas tout de suite, et Cécile ne savait pas pourquoi. Quelques mois plus tard, le médecin réalisa enfin que la feuille de luana pouvait avoir un effet contre cette maladie hypothétique, et c'est ainsi que Cécile résolut la situation. Un peu de temps après, le premier patient atteint de la maladie fut découvert, et le même médecin lui prodigua des soins complets. Cécile fut réellement surpris que le patient zéro apparaisse, car, bien sûr, il ne croyait pas totalement à l'histoire de Bertia. Cependant, il en apprit beaucoup. La difficulté rencontrée à guider le médecin et le fait d'avoir tant inquiété Bertia était probablement dû à ses propres mauvaises habitudes. Il réalisa que lorsqu'il théorisait, il comprenait trop facilement et avait tendance à omettre des explications. Bertia lui demanda pourquoi il avait fait tout cela, et il répondit « Pourquoi ? Je n'ai aucune intention d'ignorer ma fiancée lorsqu'elle est si inquiète. » Elle pensa que c'était bien au-delà de ce qu'un enfant de 11 ans pouvait accomplir, mais lui le savait. En tant que prince héritier, il pouvait utiliser la bibliothèque et, avec la permission de son père, faire appel à des experts brillants pour obtenir de l'aide. Zéno trouva que tout cela n'était en aucun cas normal pour un prince héritier ordinaire. Bertia, toujours bouche bée, supposa que c'était exactement ce qu'elle devait attendre de ce génie connu sous le nom de prince Androide. Cécile, intriguée par sa réaction, lui dit de ne pas s'inquiéter. Puisque sa mère était en sécurité et que les dommages pour le peuple avaient été minimisés, tout était parfaitement acceptable. Elle acquiesça, consciente que tous avaient échappé aux griffes maléfiques de l'épidémie. Mais il put voir qu'elle avait abandonné toute réflexion à ce sujet. Elle frissonna en apprenant qu'il avait encore une surprise pour elle, un cadeau d'anniversaire fait main. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant ce qu'il lui présentait. Il s'agissait en fait d'un antidote universel. En effectuant ses recherches, il avait trouvé quelque chose d'intéressant dans la bibliothèque. Un petit puzzle qui ouvrait un coffre menant à une partie secrète de la bibliothèque. De là, il avait acquis le savoir nécessaire pour créer ce nouvel antidote.
puisqu'elle allait devenir sa femme, il était possible que sa vie soit menacée, et il pensa que cela pourrait servir de talisman protecteur. Les pétales s'écoulèrent alors qu'il l'enveloppait autour de son cou, et il trouva que cela lui allait à merveille. Elle le remercia et jura, en touchant le collier, de rembourser cette dette de gratitude en rectifiant complètement le scénario, devenant la plus magnifique des vilaines. Sa première étape fut de s'assurer que son père devienne un véritable méchant. Elle l'ignora lorsqu'il suggéra que perdre un chancelier serait trop problématique. Elle insista pour que lui et l'héroïne obtiennent leur happy end. Cécile remarqua qu'elle n'écoutait pas vraiment, mais cela lui sembla parfait ainsi, car après tout, c'était plutôt divertissant. Le marquis Nossès poussa un profond soupir en rendant visite au prince. Cela faisait déjà 1 an que Bercia lui recommandait des actes maléfiques. 1 an depuis tout ce tumulte lié à l'épidémie. Cécile, lui, ne pouvait s'empêcher de penser que le temps passait incroyablement vite. L'autre jour encore, Bertia avait offert à son père un livre fait main intitulé « Les meilleures choses à propos d'être un méchant ». Un guide pour débuter une carrière de vilain à partir de zéro. Le livre était étonnamment facile à comprendre et même amusant à lire, avec des explications très claires sur la différence entre les moyens légaux et illégaux de gagner de l'argent. Cécile trouva d'ailleurs que les chiffres concernant le détournement de fonds et la fraude étaient étrangement réalistes, peut-être des connaissances issues de sa vie passée. Jour et nuit, Bercia ne parlait que de devenir criminelle avec son père. Mais Cécile comprenait bien que derrière tout cela, elle essayait en réalité d'éviter que le scénario ne s'effondre. Il proposa alors au marquis de ne pas trop s'en inquiéter. Selon lui, ce n'était qu'une phase typique de l'adolescence. Bercia était simplement attirée par les hommes un peu mauvais. Douglas, perplexe, rétorqua que si c'était vraiment le cas, pourquoi n'essayait-elle pas de rendre Cécile mauvais, lui, plutôt que son propre père? Une remarque tout à fait pertinente. Mais Cécile, avec son aisance habituelle, répondit que Bercia aimait profondément son père. Et Douglas accepta cette explication sans la moindre hésitation. Il ajouta même que les tendances maléfiques de Cécile se voyaient parfois, et que sa fille avait sûrement jugé inutile de lui faire des suggestions. Changeant de sujet, le marquis évoqua le prochain grand événement, les débuts de sa fille dans la haute société. Il se sentait à la fois ému et terriblement inquiet. Cécile le rassura, tout irait bien. Il la soutiendrait, même si quelque chose d'intéressant se produisait, il pourrait la laisser se débrouiller seule un moment. Puis vint enfin le jour du grand début de Bertia. Son excitation débordante fit écarquiller les yeux de Cécile. Il lui dit qu'elle était devenue très belle, ce qui la fit rougir immédiatement, avant qu'elle ne le regarde avec suspicion, persuadée qu'il allait lui demander une faveur. Mais pas aujourd'hui, car aujourd'hui, elle comptait bien avancer dans son plan, transformer son père en véritable vilain. Cécile trouvait ce côté malchanceux et déterminé absolument adorable. Lorsque le couple royal apparut, vêtu d'habits assortis, l'assistance fut émerveillée. Tout se déroula parfaitement. Tellement parfaitement que Cécile en fut presque surpris. Car Bercia, pour une fois, ne causait absolument aucun problème. Le vicomte Laurie, conspirateur, s'avança et dit à Bercia qu'elle était ravissante. Cécile s'irrita aussitôt, sans trop savoir pourquoi. Un autre homme touchait sa fiancée. Il se demanda à quel point ils étaient proches tous les deux. Alors qu'elle allait lui murmurer quelque chose à l'oreille, Cécile l'attira soudainement loin de lui. Il dit à l'homme qu'il était terriblement désolé, prétextant que Bertia ne se sentait pas bien et qu'il allait donc l'emmener un moment. En privé, elle lui demanda ce qui lui prenait tout à coup, et Cécile lui dit de lui répondre honnêtement. Il voulait savoir si les informations qu'elle avait réunies sur la façon d'être une méchante venaient du vicomte. Elle n'en revenait pas qu'il ait lu son livre. Elle se sentit tellement embarrassée. Mais à présent, Cécile voulait connaître les détails. Lorsque le vicomte venait rendre visite à son père, elle se souvenait qu'il faisait partie de ceux qui avaient entraîné son père sur la voie de la méchanceté. C'est pour cela qu'elle avait tout fait pour devenir amie avec lui, et qu'elle avait finalement réussi à le faire parler de mauvaises actions. C'était un pervers notoire, attiré sentimentalement par les enfants. Il lui demanda si Laurie l'avait déjà touché. Le visage de Bercia se figea de stupeur lorsqu'elle se rappela l'expression lubrique du vicomte, et elle poussa un cri. En apparence, il ressemblait à un homme plus âgé qui était gentil avec les enfants. Cécile ne pouvait pas lui reprocher de ne pas l'avoir compris. Il la prit dans ses bras, lui disant que tout allait bien et qu'il trouverait une solution.
Cécile n'était pas assez lâche pour rester silencieux après que quelqu'un eut posé la main sur sa fiancée. Il lui demanda si elle avait eu des contacts avec quelqu'un d'autre et elle répondit que non. Elle n'avait pas encore rencontré les autres personnes qui, dans le jeu, avaient poussé son père à devenir malfaisant, le comte Comornal et le baron Sajol. Cécile lui demanda d'arrêter, s'il lui plaisait, de faire des choses aussi dangereuses, et elle reconnut qu'elle ne voulait plus jamais revivre une chose pareille. C'est pourquoi, à partir de maintenant, elle allait faire très attention lorsqu'elle interagirait avec eux. Cécile lui demanda d'arrêter, mais Berthia refusa. Elle lui expliqua que si elle s'arrêtait maintenant, son avenir brillant ne pourrait pas se réaliser. Elle jura de faire de son mieux. Et Cécile comprit immédiatement qu'elle n'avait absolument aucune intention de l'écouter. Cependant, s'il s'y prenait correctement, cela pouvait devenir une excellente occasion de débarrasser le royaume de sa corruption. Le marquis Noche, inquiet, pensait que sa fille avait commis une faute. Cécile alla donc à sa rencontre pour discuter de cette affaire. Il expliqua, par un certain canal, qu'il avait entendu des rumeurs concernant les agissements douteux du comte Comornal, du baron Sagal et du vicomte Laurie. Il ajouta même que ces hommes avaient tenté d'entrer en contact avec lui. Douglas resta stupéfait. Il ne pouvait pas croire que le vicomte ait eu des comportements déplacés envers sa propre fille. Cécile lui demanda alors de ne rien dire à Berthia. C'était en réalité une manœuvre. Il voulait s'assurer que le marquis ne révèle rien, et ainsi empêcher Berthia de découvrir ses propres plans. Puis Cécile exposa clairement son objectif. Il voulait éliminer tous les hommes impliqués, avec l'aide de Douglas. Il demanda au marquis de devenir une sorte d'espion, chargé de rassembler des preuves contre eux. Douglas, rempli de colère, accepta immédiatement. Il jura qu'il les écraserait lui-même. Tout était désormais en place. Cécile souhaitait surveiller ces hommes de près. Mais bientôt, il devrait vivre dans les dortoirs de la Hall Academy. Cela rendrait ses actions beaucoup plus difficiles. 6 mois plus tard, en marchant sur le campus, il ne put s'empêcher de soupirer. Tout lui paraissait terriblement ennuyeux. Certes, le niveau d'éducation était élevé, mais en tant que prince héritier, il connaissait déjà tout le programme. Il se surprit à penser qu'il aurait aimé que Berthia soit là. Soudain, il entendit sa voix. Il se retourna, surpris. Elle accourait vers lui, accompagnée de son animal. Même s'il avait envie de la prendre dans ses bras, il se retint. Un membre de la famille royale ne pouvait pas perdre son sang-froid pour une telle chose. Puis, sans prévenir, elle lui annonça quelque chose. L'œil de Cécile tressaillit. Et, honnêtement, le mien aussi. Elle continua à parler. Alors que Cécile venait juste de penser qu'il s'ennuyait, il ne se souvenait absolument pas avoir souhaité une situation aussi chaotique. Un garçon, non loin, murmura. Ils n'ont pas genre 12 ans, mais Cécile, fidèle à lui-même, ne poserait jamais la main sur sa fiancée avant le mariage. Berthia, troublée, avoua qu'elle ne voulait pas lui causer autant de soucis. Elle dit que c'était censé être un événement heureux. Mais malgré tout, elle n'arrivait pas à ressentir une joie sincère. Cécile voulait absolument que Berthia arrête de dire des choses pouvant prêter à confusion. Avec douceur, il lui demanda « Mais qui est enceinte de qui, exactement ?» Il la serra légèrement contre lui, ajoutant que s'il ne comprenait pas la situation, il ne pourrait pas l'aider. Même son petit animal de compagnie semblait perdu face à tout ça. Rougissante, Berthia s'excusa pour sa maladresse, puis expliqua simplement que sa mère était enceinte de l'enfant de son père. Évidemment, de qui d'autre? Face au regard insistant autour d'eux, elle dut clarifier la situation pour éviter tout malentendu. Une fois les choses mises au clair, Cécile commença à l'entraîner avec lui, mais pas avant de s'assurer que les autres étudiants promettent de ne pas répandre de rumeurs étranges. Sur le chemin du retour, il demanda à Berthia de l'accompagner dans sa propre calèche. Ainsi, elle pourrait tout lui raconter tranquillement pendant le trajet. Berthia avait pourtant déjà sa propre voiture, car la distance depuis la maison Nocé était trop longue pour venir à pied. Cécile nota d'ailleurs qu'il fallait environ 2 heures pour faire le trajet à pied. Mais il lui demanda de ne pas refuser. Il ne voulait pas être ce genre d'homme qui renvoie sa fiancée après qu'elle émaille. Elle fait tout ce chemin pour le voir. Son visage devint immédiatement rouge vif. Elle était heureuse qu'il ressente cela. Mais rester seule avec lui plus longtemps? Elle allait mourir de honte. Cela le fit sourire. Il lui murmura que tout irait bien, et que, lorsqu'ils seraient seuls tous les deux, il lui donnerait même son premier baiser. À ces mots, prononcés tout près de son oreille,
Berthia poussa un cri et s'enfuit en courant. Cécile trouvait ses réactions absolument adorables. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il assura même à Zéno que ce n'était absolument pas une vengeance pour l'avoir fait perdre son sang-froid plus tôt. Zéno, lui, trouvait qu'il était terriblement manipulateur. Berthia. Cécile aimait vraiment ce prénom. Il décida qu'à partir de maintenant, il l'appellerait ainsi. 6 mois passèrent. Lorsqu'il rendit visite à la maison Noce, il trouva Berthia tenant son petit frère dans ses bras. Mais son visage était sombre. C'était la première fois qu'il entrait dans sa chambre. Il observa les couleurs qu'elle portait souvent, se demandant si le bleu et le jaune étaient ses préférés, ou si cela avait un lien avec la couleur de ses cheveux et de ses yeux. Puis, une étrange sensation naquit dans son cœur. Une agitation qu'il... Berthia s'excusa auprès de Cécile à propos de son petit frère, Annette. Dans le scénario original, la maison Noce n'était pas censée avoir d'héritier. À la place, il devait adopter un garçon de la branche Loas. Mais tout avait changé. Sa mère ayant survécu à l'épidémie, le scénario entier s'était effondré. Le garçon adopté aurait déjà dû être accueilli dans la famille et entrer à l'académie Hallam sous le nom de Corgan Deli Noces. Il s'y serait rapidement distingué, devenant un candidat idéal pour devenir l'un des proches aides de Cécile. Cécile comprenait bien que, pour quelqu'un sans titre, entrer à l'académie serait difficile. Et si ce garçon était réellement talentueux, ce serait du gâchis de ne pas lui donner une chance. Berthia ajouta alors qu'éviter une route où Cécile finirait avec l'héroïne était une bonne chose. Cela attira immédiatement l'attention de Cécile. Puisqu'elle avait dit qu'il était censé finir avec l'héroïne, elle lui expliqua qu'il existait plusieurs routes possibles, selon les choix de celle-ci. La personne avec qui elle finirait pouvait changer. Cécile fut stupéfait qu'elle ait oublié de mentionner un détail aussi crucial. Selon lui, il n'y avait donc aucune raison de rompre leurs fiançailles, puisque l'héroïne pouvait très bien finir avec quelqu'un d'autre. Mais Berthia s'y opposa aussitôt. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Sinon, quelque chose de terrible lui arriverait. Soudain nerveuse, elle se mit à transpirer, essayant de minimiser ses propos, affirmant que ce n'était rien, et qu'elle s'assurerait simplement qu'il finisse avec l'héroïne. Pour Cécile, c'était évident. Elle essayait de cacher quelque chose. Il lui demanda alors qui étaient les autres cibles. Elle révéla qu'il s'agissait de tous ceux destinés à devenir ses proches aides. Val Noakens, Charles Lowenau, Nels Crumb, ainsi que le second prince Sean Turkin Alfasta. Dans ce scénario, une sorte de force irrésistible devait les attirer vers l'héroïne au moment venu, déclenchant divers événements. Mais si cette même force cherchait aussi à faire adopter Corgan dans sa famille, alors Berthia ne pouvait imaginer qu'une chose: un malheur pourrait arriver à Annette. Depuis tout ce temps, elle vivait dans la peur. Cécile le comprenait désormais clairement. Fidèle à lui-même, il conclut simplement que Corgan n'avait qu'à intégrer l'Académie Hallam et devenir officiellement candidat pour être son aide. Une idée germa dans son esprit. Il lui dit de lui faire confiance. Plus tard, lorsque Corgan Deli Marden rentra chez lui, il se mit immédiatement à genoux pour saluer le prince héritier. Cécile expliqua qu'il avait entendu les plaintes du peuple concernant le seigneur local. Et comme cet homme était un parent éloigné de Berthia, il souhaitait lui poser quelques questions à ce sujet. Corgan n'arrivait pas à croire que Cécile se soit déplacée en personne, mais Cécile répondit calmement qu'en tant que membre de la famille royale, il se devait d'écouter la voix du peuple. Corgan expliqua alors que le seigneur de cette région était quelqu'un de très logique et digne de respect, mais qu'il avait une manière de parler absolument déplorable. C'était sans doute pour cela qu'il suscitait autant de ressentiments inutiles. Plus tôt, afin de payer leurs impôts, certains villageois avaient récolté des cultures encore immatures. Le seigneur les avait sévèrement réprimandés. Pourtant, ces récoltes auraient pu plus que doubler en quantité si elles avaient été laissées 2 semaines de plus. Et s'ils étaient venus lui demander de l'aide, il les aurait soutenus, ce qui aurait amélioré leur situation. Ses paroles étaient donc pertinentes, mais sa façon de les exprimer était brutale. « Utilisez un peu votre tête, bande d'idiots !» Résultat, les villageois avaient quitté son bureau furieux. Tout cela correspondait exactement aux informations que le messager de Cécile lui avait rapportées. Corgan était capable d'analyser les faits avec objectivité. « Tu es retenu, Corgan », déclara Cécile. Il ajouta qu'il plaçait de grands espoirs en lui et qu'il avait une requête à lui faire.
Il voulait que Corgan soit adopté par une famille noble et devienne son informateur concernant les activités illégales du royaume. Corgan tomba à genoux, submergé par l'émotion. Il avoua qu'il avait abandonné tout espoir, pensant vivre ainsi toute sa vie. Jamais il n'aurait imaginé qu'un prince choisirait quelqu'un issu d'un milieu aussi modeste que le sien. Il jura alors de lui rendre cette faveur par une loyauté éternelle. Cécile informa ensuite Berthia de l'entrée de Corgan à l'académie. Comme prévu dans le scénario, Berthia était folle de joie, d'autant plus qu'il semblait que son père entretenait désormais de meilleures relations avec les nobles vilains. Ainsi, tant qu'ils évitaient la route du reverse harem, tout serait parfait. Cécile fronça les sourcils, confus. Berthia expliqua alors que le reverse harem était une situation où une seule femme est aimée par tous les protagonistes masculins en même temps, tout en les aimant également. Une route particulièrement gourmande. Cécile trouva cela impensable. Une reine ayant plusieurs relations serait considérée comme traîtresse. Mais Berthia ajouta que, dans ce type de scénario, comme il l'aimerait profondément, il serait incapable de la quitter. Et au lieu de s'opposer, tous finiraient par accepter de la partager. Une route qui existait bel et bien. Il demanda alors quel genre d'idiot serait prêt à ébranler tout un royaume pour une simple histoire d'amour. Berthia lui révéla alors une partie du contexte, évoquant une magie de charme. Mais ce type de magie n'existait pas dans ce monde. Cécile réfléchit et supposa qu'un esprit de lumière pouvait produire un effet similaire. Ces esprits purifient les êtres corrompus et offrent une sensation d'euphorie à ceux qui sont vertueux. La lumière de guérison. En exploitant cette sensation, il serait possible d'attirer les gens à soi comme par magie. Berthia, elle, n'en revenait pas que les esprits existent réellement. Cécile, encore une fois, fut déconcertée par sa réaction. Puisqu'il avait tous deux conclu un contrat avec un esprit, il lui fit remarquer qu'elle ne lui avait jamais expliqué où elle avait trouvé Kuro. Elle répondit que c'était dans une forêt près du manoir. Kuro avait léché une de ses blessures, et c'est ainsi qu'elle lui avait donné un nom. Mais en réalité, cela signifiait qu'elle avait formé un contrat avec un puissant esprit des ténèbres. Ces contrats se créaient en offrant du sang et un nom à l'esprit. Berthia n'en avait absolument aucune idée. Zéno, de son côté, était également l'esprit lié à Cécile. Tout cela était bien trop pour son esprit. D'un simple geste, Cécile demanda à Zéno d'invoquer des livres pour que Berthia puisse étudier les esprits. Mais elle n'était clairement pas prête pour tout ça. Malgré tout, l'idée d'une relation amoureuse avec une héroïne capable d'influencer les gens grâce au pouvoir d'un esprit de lumière lui semblait être une méthode extrême, presque une forme de manipulation à peine dissimulée. Pendant ce temps, en ville, l'héroïne poursuivait Pichon. Elle marcha accidentellement dans une flaque et éclaboussa un passant. L'homme s'apprêtait à se mettre en colère. Mais Pichon réagit immédiatement et utilisa une magie de lumière pour le charmer. Aussitôt, l'homme s'agenouilla devant elle, les yeux remplis d'admiration, lui demandant son nom avec douceur. L'héroïne lui adressa un sourire et répondit « Héronia Induron ». Un matin en particulier, Cécile prononça le discours de bienvenue pour les nouveaux élèves de la Hallam Academy. En tant que président du conseil des élèves, il attirait naturellement tous les regards, et Berthia brillait d'admiration rien qu'en le regardant. Dans la salle du conseil, on fit la connaissance des principaux personnages masculins de cette histoire. Charles complimenta Berthia en la décrivant comme la fleur de Cécile, ajoutant qu'elle attirait encore plus l'attention que quiconque. Sean, le petit frère de Cécile, la trouva très jolie et, puisqu'elle allait devenir sa belle-sœur, exprima son envie de devenir son amie. Cependant, certains comme Val semblaient un peu déstabilisés par son énergie vive et décidée. Malgré cela, il ne put s'empêcher de remarquer sa silhouette élégante, ses longues jambes et sa taille fine, ce qui surprit Charles. Celui-ci le taquina, pensant que Val ne s'intéressait qu'au combat, mais Val répondit simplement que c'était naturel. Pour une fille noble, Berthia semblait s'être beaucoup entraînée. Cécile, lui, connaissait la vérité sur elle et attendait avec impatience la réaction de Charles lorsqu'il découvrirait sa véritable nature. Curieux, Charles interrogea Corgan à son sujet, puisque ce dernier avait un lien indirect avec la famille Noche. Mais Corgan répondit froidement qu'il appartenait à une branche secondaire et que cela ne le concernait pas, demandant qu'on ne le dérange plus dans son travail. Peu après, Cécile se leva en annonçant qu'il allait rejoindre sa charmante fiancée, ce qui étonna tout le monde.
lui qui paraissait toujours distant, révélait qu'il s'intéressait en réalité aux personnes qu'il trouvait intéressantes. Charles proposa alors qu'ils aillent tous lui rendre visite, idée qui enthousiasma particulièrement Sean. On disait d'ailleurs que Sean arborait un sourire d'ange, tandis que celui de Cécile était souvent comparé à celui d'un ange déchu. En chemin, Cécile remarqua une mystérieuse présence scintillante, une Héronia, et, après une brève interaction avec Corgan, il rejoignit finalement Berthia, qui prenait tranquillement le thé. Elle fut totalement surprise de le voir apparaître ainsi. Parmi toutes les personnes présentes, une en particulier attirait les regards, Coral. Afin d'accompagner Berthia à l'académie, Coral avait pris une forme humaine adaptée à cet environnement. Pourtant, personne d'autre ne pouvait voir ses oreilles ni sa queue, dissimulant ainsi sa véritable nature. Berthia pensait que Cécile devait arriver plus tard, mais ce dernier trouva cela étrange, puisque c'était précisément l'heure qu'ils avaient fixée pour se voir. Une jeune femme aux cheveux violets intervint alors pour saluer le prince. Il s'agissait de Joanna Kurzwarn, fille d'un duc et cousine éloignée de Cécile. Elle expliqua que Berthia pensait qu'il serait trop occupé pour venir et qu'elle s'était même inquiétée. En observant Berthia, un peu agitée puis soudainement abattue, Joanna ne put s'empêcher de la trouver adorable. Berthia tenta de l'interrompre pour éviter qu'elle n'en dise trop, mais Cécile remarqua que Joanna semblait s'amuser de ses réactions. Avec enthousiasme, Berthia annonça à Cécile qu'elle s'était fait beaucoup d'amis, ou plutôt des sbires. Il comprit immédiatement qu'elle utilisait ce mot pour donner une touche plus maléfique à la situation, comme si elle jouait un rôle. Il lui fit doucement remarquer qu'elle ne devrait pas appeler ainsi des personnes qui lui étaient chères. Un peu honteuse, elle s'excusa, mais Joanna intervint pour dire que cela n'avait rien de grave. Les jeunes femmes présentes faisaient en réalité partie d'une sorte de société officieuse dédiée à Berthia, Silica Lunaya, Cynthia Sornelis et Anne Kogaret. Leur mission était simple, veiller sur Berthia et l'accompagner dans son épanouissement, comme un véritable fan club. Anne avoua que simplement la regarder avait un effet apaisant. Cynthia ajouta que la gentillesse de Berthia transparaissait naturellement, ce qui la mettait en confiance. Quant à Silica, elle déclara qu'elle ne pouvait pas la laisser seule et qu'elle ressentait presque le besoin de veiller sur elle, au point de se voir comme une sorte de figure maternelle, ce qui laissa Berthia totalement perplexe. Cécile, profitant d'un moment, prit Berthia à part et la félicita pour son entrée à l'académie en lui offrant des roses bleues. Elle s'illumina immédiatement. Dans son esprit, cela ressemblait à un événement clé digne d'un jeu romantique, bien que la couleur diffère légèrement. Ces roses bleues étaient en réalité un objet rare, presque légendaire. Il n'existait qu'un seul pot de ces fleurs dans le monde. Cécile les avait choisies spécialement pour elle, sachant qu'elle aimait cette couleur. Berthia, touchée mais un peu gênée d'accepter un cadeau aussi précieux, les trouva magnifiques, d'un bleu rappelant les yeux de Cécile. Alors que les autres jeunes filles s'extasiaient autour d'elle, Berthia tenta maladroitement de se justifier, affirmant que ce n'était pas ce qu'elle pensait, qu'elle aimait simplement le bleu parce que c'était une jolie couleur. Avec tous ces changements dans le scénario, Berthia commençait à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Pourtant, elle se sentait soulagée que Cécile ait, selon elle, réussi l'événement de « rencontre prédestinée ». Quand il lui demanda de quoi elle parlait, elle resta stupéfaite. Pour elle, c'était évident. En se rendant à la réception, il aurait dû croiser une jolie jeune fille jouant avec un oiseau blanc. Cécile confirma qu'il avait bien vu une telle personne, mais il se souvenait surtout qu'elle riait d'une manière étrange et parlait à l'oiseau, ce qui lui avait paru suspect. Il avait même demandé à Corgan de la signaler à un professeur. De plus, il avait trouvé son comportement, regarder les gens de façon indiscrète, plutôt irritant. Pour Berthia, c'était catastrophique. Cette fille était censée être l'héroïne du jeu, la demoiselle du destin. À ce moment précis, Cécile aurait dû ressentir quelque chose, retirer une rose rouge du bouquet destiné à Berthia et l'offrir à cette héroïne. C'était ça, le fameux Meet Cute Event. Mais au lieu de cela, il lui avait offert un pot entier de roses bleues, rendant impossible ce geste symbolique. Inquiète, Berthia lui demanda s'il n'avait vraiment rien ressenti. Le fait de voir cette jeune fille jouer avec un oiseau, si différente des autres dames, n'avait-il pas éveillé son intérêt? Cécile répondit honnêtement qu'il avait été bien plus marqué par une jeune fille portant un renard vivant autour du cou. À ces mots, Berthia comprit que l'événement était complètement bouleversé. Cécile, lui,
pensait simplement avoir voulu lui faire plaisir, mais il se sentit coupable en voyant qu'elle semblait troublée. Elle tenta de le rassurer, acceptant de savourer malgré tout le bonheur que lui apportait son cadeau. Mais l'expression préoccupée de Cécile ne disparut pas. Plus tard, dans la salle du conseil des élèves, Cécile accueillit Joanna Kurzwarn. La voir prendre le thé avec Bertia l'avait surpris, mais elle, au contraire, trouvait cela naturel. Dès leur première rencontre, Joanna avait été complètement séduite par Bertia, surtout après que celle-ci l'eût aidée face à des nobles un peu trop insistants. De plus, Bertia avait rédigé un guide détaillé des meilleurs endroits de la capitale royale, ce qui avait attiré plusieurs membres dans leur cercle. Mais Cécile ne tarda pas à aller droit au but. Il voulait savoir si certains membres de ce groupe représentaient un danger. Joanna n'apprécia pas qu'il cherche à percer les secrets d'une jeune fille. Cécile, lui, trouva qu'elle ressemblait bien plus à une véritable méchante que Bertia, et il répliqua aussitôt qu'il pourrait toujours dire à Sean qu'elle enquêtait sur lui. Cette réponse prit Joanna complètement au dépourvu. Cécile savait déjà que Joanna Kurzwarn avait un faible pour son petit frère Sean. Lorsqu'il le mentionna, elle perdit immédiatement son calme, pestant contre les manipulateurs au cœur noir comme lui. Elle n'arrivait pas à croire qu'un garçon aussi pur et adorable que Sean puisse être de la même famille que Cécile, et encore moins que Bertia puisse l'aimer. Cécile, amusée, la taquina en disant qu'elle était simplement jalouse, et cela la toucha en plein cœur. Finalement, elle céda et lui assura qu'il n'y avait aucun élément réellement dangereux dans leur cercle. Elle avait tout organisé avec soin. Cependant, certaines jeunes femmes enviaient la popularité de Bertia. Sur sa liste noire figurait notamment Eronia Induron. Selon Joanna, cette liste regroupait des filles attirées par Cécile ou des fiancées jalouses de l'affection que Bertia recevait. Les hommes, quant à eux, détournaient leur ressentiment envers Cécile pour le reporter sur Bertia. Là où Joanna voyait une situation préoccupante, Cécile, lui, semblait presque s'en divertir. Elle ne comprenait pas comment il pouvait rester aussi détendu alors que sa fiancée était potentiellement en danger. Mais pour lui, Bertia était entourée de son fan-club, et cela suffisait à le rassurer. Il pouvait donc laisser cette affaire entre les mains de Joanna. Après son départ, Cécile réfléchit à une autre mesure de protection. Il avait déjà encouragé Bertia à étudier les pouvoirs de Kuro afin de se défendre contre la lumière curative d'Eronia. L'affinité de Kuro, liée aux ténèbres, excellait en défense et pouvait offrir une protection précieuse. Mais il y avait un problème. L'existence des esprits devait rester secrète, ce qui empêchait Bertia d'utiliser ses pouvoirs ouvertement contre des humains. Perdue dans ses pensées, Cécile se demanda quelle serait la prochaine étape. En se rendant à leur point de rendez-vous, il aperçut Eronia endormie contre un arbre, exactement à l'endroit où il devait retrouver Bertia. Intrigué, il comprit vite que quelque chose se tramait. Cachée derrière les fleurs, Bertia semblait observer la scène, tandis qu'Eronia toussait de manière exagérément évidente. C'était clairement un stratagème. Cécile, peu impressionnée, pensa simplement à sortir un livre pour passer le temps, jusqu'à ce que Bertia pousse soudain un cri en sentant une chenille velue grimper sur sa tête. Avec calme, il retira l'insecte et la taquina doucement, affirmant qu'il avait chassé la vilaine bête qui avait osé lui faire peur. Bertia le remercia chaleureusement après qu'il l'eut débarrassé de la chenille, mais Cécile, amusée, lui demanda si elle avait enfin terminé sa partie de cache-cache. Pendant ce temps, Eronia Induron continuait son petit numéro, toussant bruyamment avant de déclarer d'une voix théâtrale qu'elle n'arrivait pas à se réveiller, et qu'un prince pourrait peut-être venir la tirer de son sommeil. Bertia, un peu hésitante, suggéra à Cécile d'aller l'aider, mais il ignora totalement cette idée. Pour lui, c'était bien plus important. C'était rare que Bertia l'invite à un rendez-vous et il s'en réjouissait sincèrement. Il décida donc de faire échouer complètement son stratagème en l'invitant plutôt à prendre le thé avec lui. Il mentionna même des douceurs importées particulièrement délicieuses, ce qui suffit à capter toute l'attention de Bertia, désormais beaucoup trop enthousiaste. De son côté, Eronia bouillonnait de colère en voyant la méchante repartir heureuse. Mais Cécile n'y prêta absolument aucune attention. Un autre jour, Cécile observait Bertia avec tendresse tandis qu'elle fixait une horloge. Soudain, elle s'exclama qu'elle avait oublié quelque chose, mais qu'elle ne pouvait pas aller le chercher elle-même. Elle lui demanda alors de le faire à sa place. La scène était si mal jouée que Cécile, tout comme Zéno, avait du mal à garder son sérieux. Mais en sortant,
Qui trouva-t-il? Évidemment, Eronia. Elle feignit la surprise en disant qu'elle ne s'attendait pas à le voir là. Au même moment, une élève passa en courant, expliquant qu'elle devait verrouiller la salle de classe et qu'elle avait oublié. Résultat, Cécile se retrouva coincée à l'intérieur avec Eronia. Elle prit alors un ton faussement inquiet. Que allait-il faire, enfermée ainsi? Pourtant, elle semblait étrangement ravie de la situation. Elle alla même jusqu'à le remercier pour la rose qu'il lui aurait offerte auparavant, ce qui n'était jamais arrivé. Pour Cécile, c'était clair. Elle s'inventait complètement une réalité. Elle décrivait avec émotion cette rose rouge posée sur son rebord de fenêtre, encore plus belle sous la lumière du ciel, alors même que Cécile n'avait jamais offert de rose rouge, et encore moins à elle. Remarquant un oiseau à ses côtés, il comprit qu'il s'agissait sans doute de l'esprit de lumière. En le voyant sourire, Eronia se lança dans des explications, disant que l'oiseau, nommé Pichon, n'aimait pas les gens en général, mais qu'il semblait apprécier Cécile. Preuve, selon elle, qu'il était spécial. Alors qu'elle s'apprêtait à continuer, probablement pour lui déclarer ses sentiments, Cécile n'attendit pas une seconde de plus. Il ouvrit la fenêtre et descendit directement par l'arbre à l'extérieur. La laissant seule derrière, elle cria, paniquée, lui demandant ce qu'elle était censée faire maintenant. Perchée là, toute seule, après s'être échappée par la fenêtre, Cécile ne pensa qu'à une chose, ses gants étaient ruinés. Sans même se retourner, il demanda simplement à un professeur d'aller déverrouiller la salle de classe. Une année passa depuis que Berthia avait commencé à mettre en place ses petits stratagèmes. Un jour, elle lui demanda ce qu'il était advenu de l'héroïne. Cécile répondit vaguement en parlant de « la fille avec l'oiseau », comme s'il s'agissait d'un personnage secondaire sans importance. Il ajouta même qu'ils ne s'étaient jamais officiellement présentés l'un à l'autre. À Hallam Academy, les règles strictes de la haute société restaient en vigueur. L'une des plus importantes stipulait que, sauf nécessité administrative, une personne de rang inférieur ne devait jamais adresser la parole à quelqu'un de rang supérieur sans introduction préalable. Faire comme si l'on ne se connaissait pas était considéré comme une marque de politesse. Selon ces règles, Cécile et Eronia Induron étaient donc toujours des étrangers, même si, de toute évidence, elle ne semblait pas décidée à respecter ces convenances. Perplexe, Berthia lui demanda pourquoi il agissait ainsi. Après tout, elle l'avait guidé vers de nombreux événements censés rapprocher le prince et l'héroïne. Mais Cécile répliqua calmement qu'elle avait été découverte. Tous ces événements étaient donc intentionnels? Berthia resta sans voix. Cécile soupira avant d'avouer qu'il avait ses propres raisons d'agir ainsi, ce qui expliquait pourquoi il gardait ses distances avec l'héroïne. Il demanda alors à Berthia de continuer à veiller sur lui. À ses yeux, il devait sûrement suivre un plan réfléchi. Après tout, il ne laisserait jamais s'échapper la princesse qu'il chérissait, sans lui révéler que cette princesse n'était autre qu'elle-même. Il ne la laisserait jamais partir. Pourtant, récemment, quelque chose en lui changeait. Voir Berthia s'efforcer de le rapprocher d'Eronia lui procurait un sentiment étrange. Une part de lui trouvait cela presque amusant, tandis qu'une autre en était profondément agacée. Ce n'était pas seulement parce qu'il trouvait les interactions avec Eronia ennuyeuses. Cette sensation de serrement dans sa poitrine allait bien au-delà. Et pour la première fois, Cécile ne comprenait pas ce qu'il ressentait réellement.